On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle de la distribution prochaine des plaques porte-clés des amputés de guerre du Canada. On ramasse des sous aussi avec ça, avec les dons du public. Mais d'abord, parlons de l'avenir de l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu avec le conseiller du secteur, Sébastien Godette. Parlons à nouveau de l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous allez me dire que ça fait 40 ans qu'on en parle. Pas toujours pour les bonnes raisons. Il y a du nouveau maintenant, c'est-à-dire que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a décidé de confier la gestion de l'aéroport à NextDev, qui est le développement économique du Richelieu, ou mieux connu, ou anciennement connu sous le nom du Conseil économique. Avec nous pour en parler, un membre du Conseil, mais qui est aussi le conseiller du secteur, Saint-Edmond-Saint-Lucien, Sébastien Godette. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, l'aéroport, oui, on en a beaucoup parlé. Dans les années 70-80, il y avait des entreprises florissantes qui y étaient. Après ça, évidemment, la récession oblige et il y a eu une transformation. Et là, depuis 20-30 ans, quand on parle de l'aéroport, c'est principalement des citoyens du secteur qui se plaignent du bruit, le bruit des hélicoptères, le bruit, évidemment, des planeurs de la garnison, bref. Et l'aéroport appartient à la Ville parce que le Transport Canada l'a transféré à la Ville il y a de cela quelques années et ça devient toujours un peu une espèce d'embûche à la Ville pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Votre équipe, l'équipe de la mairesse Bouchard, avait dit au moment de la campagne électorale, bien voici, nous, si on arrive au pouvoir, c'est sûr qu'on va vouloir un directeur d'aéroport, on va vouloir qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe à temps plein. Expliquez-nous un peu les raisons qui vous ont motivé pour en confier la gestion à NextDev. Bien, dans le fond, c'est qu'on souhaitait être en mesure de pouvoir avoir un plan directeur au niveau de l'aéroport, puis on souhaitait être en mesure de sortir l'aéroport du cadre administratif de la Ville. On pensait et on pense toujours que la Ville de Saint-Jean n'est pas un gestionnaire d'aéroport, puis ça nous prend quelqu'un de compétent, puis de quelqu'un qui a l'expertise pour être en mesure de pouvoir diriger la destinée de l'aéroport. Puis l'objectif avec l'embauche d'un directeur d'aéroport, c'était justement de venir encadrer, de venir baliser, dans le fond, l'ensemble des activités de l'aéroport. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, et puis ça, c'est très important de le nommer, c'est que développement de l'aéroport ne veut pas dire plus de vols, ne veut pas dire plus de posés décollés. On veut attirer des entreprises sur les terrains de l'aéroport et c'est la raison pour laquelle on a fait une entente de un double mandat avec NextDev. Bon, parce qu'en fait, et je regarde tout récemment ce qui se passe à Saint-Hubert. Oui. Où, d'une part, il y a là aussi des contraintes, là, les vols de nuit. Oui. Il y a des gens, évidemment, qui depuis longtemps se plaignent du bruit. Mais de l'autre côté, on regarde d'ailleurs l'annonce toute récente de Porter, qui veut y établir un terminal, probablement faire du vol Saint-Hubert-Toronto, principalement, avec des moyens porteurs. Donc, c'est pas parce qu'on a des contraintes à l'égard du bruit que nécessairement ça vient, disons, mettre des embûches sur le développement économique de l'aéroport. Pas nécessairement. Non, tout à fait, vous avez raison. Puis nous, ce qu'on souhaite démontrer, c'est de la capacité de pouvoir avoir un aéroport dans une ville, parce qu'on a quand même l'aéroport en plein milieu de la ville. Ouais. Puis on veut augmenter le niveau économique des terrains, mais on ne pense pas qu'on va avoir plus de trafic aérien. Avec le plan qu'on va faire, on ne pense pas qu'on va avoir plus de trafic aérien parce qu'il faut savoir que depuis la pandémie, il y a une légère diminution du trafic aérien dans la région. Ouais. Il y a deux choses là-dedans. Bon, la première, on y reviendra peut-être tantôt. Bon, la Ville confie la gestion à NextDev, parce qu'on sait que dans le passé, c'était un cadre, un fonctionnaire de l'hôtel de ville. Même, je me rappelle à l'époque, c'était celui qui s'occupait du transport en commun, qui en plus s'occupait de l'aéroport. C'est encore comme ça. Puis après ça, il y a quelqu'un qui, de façon intérimaire, s'en est occupé. Parce que j'ai toujours l'impression que la Ville ne savait pas trop quoi faire avec ça. C'était comme un embêtement de dire, on a ça, il faut qu'on s'en occupe. C'est une dépense plutôt qu'un revenu. Oui, ça a bien du potentiel, mais bref, on n'est pas trop équipé pour s'en occuper. Exact. Donc, on comprend la décision politique d'aller vers NextDev. Mais l'autre question que j'ai envie de vous poser, c'est le conseil de ville actuel, là, qu'est-ce que vous voyez comme potentiel dans cet aéroport-là? Bien, premièrement, c'est d'être en mesure de pouvoir avoir de l'activité économique. Comme je vous disais, nous, ce qu'on vise, c'est d'avoir la zone d'innovation. La zone d'innovation, c'est la zone d'innovation en sécurité qui pourrait venir occuper en très grande partie les espaces libres sur les terrains de l'aéroport. On a aussi la plus grande association des pilotes au Canada, qui est l'Association des pilotes de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui, eux aussi, aimeraient avoir plus de hangars, aimeraient avoir plus d'espace, aimeraient développer leurs activités. D'ailleurs, dans les dernières années, on a vu qu'ils ont commencé à créer des activités intéressantes. Donc, l'idée, c'est qu'on veut être en mesure de pouvoir, oui, avoir plus d'activités au niveau de l'aviation. Est-ce que ça va se traduire par un ensemble de posés décollés plus nombreux? Comme je vous dis, non. Est-ce qu'on veut aller vers du transport de passagers? Je vous dirais que pour le moment, non. Pas du tout. Ce n'est pas l'objectif qu'on a. Mais on veut avoir de l'activité économique, ce qu'on n'a pas présentement. Pendant longtemps, on s'est questionné sur la pertinence de maintenir les 3 pistes. Oui.
D'autant qu'il y en a une qui est fermée très longtemps, bon, l'hiver, fermée durant l'été avec l'aménagement du Festival de Montgolfière, ce qui concentre les vols sur une piste principalement, celle qui occasionne du bruit principalement pour les résidents. Ça, est-ce que le nouveau conseil a fait son lit à savoir, est-ce qu'on garde une piste, est-ce qu'on allonge une piste, est-ce qu'on garde les 3 pistes, et celle qui est toujours fermée, est-ce qu'on la garde ouverte plus longtemps? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est de garder les installations telles qu'elles sont. Ça veut dire qu'on avait 3 pistes, on va demeurer avec 3 pistes. Quand je vous disais qu'on veut avoir plus d'expertise autour de la table, l'embauche d'un directeur d'aéroport va nous amener à se poser ce type de questions-là, à savoir, est-ce que le prolongement d'une piste peut nous amener plus d'activités économiques? Est-ce qu'on peut diversifier nos activités en ayant une piste plus longue? Mais je ne vous annonce pas aujourd'hui qu'on s'en va vers une piste plus longue. C'est pour ça que je vous dis. Je vous dis qu'on va confier ça à un expert qui va être en mesure de pouvoir faire des recommandations à NextDev. Bon, là, vous avez confié ça à NextDev et de son côté, NextDev a procédé à l'embauche de M. Antoine de Tilly, exactement, qui, lui, sera le nouveau directeur de l'aéroport? Non, dans le fond, c'est directeur au niveau économique. Économique? Oui, mais en même temps, dans ses mandats, il va avoir aussi le mandat de pouvoir développer, dans le fond, le volet économique de l'aéroport. Mais c'est lui qui va s'en occuper? Il va s'occuper du volet économique. Au niveau du directeur de l'aéroport, on a affiché le poste. Donc, le poste est présentement affiché. OK, donc il y aura quand même plus d'une personne qui va graviter dans cette gestion-là. Exactement. Donc, M. de Tilly aura un rôle X. Exactement. Mais il y aura aussi quelqu'un qui va être dédié à 100 à l'aéroport. 100 à l'aéroport. Et qui va relever de NextDev. Exactement. Bon. Le poste est affiché en ce moment? Le poste est affiché depuis, je pense, vendredi dernier. OK, donc c'est assez récent. Tout à fait. Donc, NextDev va procéder à son embauche ultimement. Oui. Bon. Et là, dans le fond, vous vous attendez que cette personne-là, oui, gère l'aéroport, mais vous donne en même temps des indicateurs sur la façon de faire, sur son potentiel de développement. Exactement. L'entente qu'on a avec NextDev, c'est qu'en 2023, dans le fond, on va travailler sur un plan directeur. On va travailler, dans le fond, sur les objectifs qu'on veut se fixer comme organisation au niveau de l'aéroport. Et on pense être en mesure de pouvoir annoncer des éléments en 2024. Donc, l'année 2023 va être une année de transition pour la ville avec l'aéroport. Okay. Mais ça se peut aussi que dans 2-3 ans, le nouveau directeur et NextDev vous disent, écoutez, on a regardé ça tout bord, tout côté. Voici ce qu'on vous recommande. On vous recommande de prolonger une piste. Exact. On vous recommande d'en fermer une. On vous recommande de... Et là, ça sera au conseil d'évaluer à ce moment-là. Tout à fait. Parce qu'il faut toujours savoir qu'en bout de ligne, le conseil est toujours propriétaire. La ville est toujours propriétaire, dans le fond, des terrains de l'aéroport. Et on est responsable aussi envers Transport Canada. Donc, la réglementation de Transport Canada, la ville est fiduciaire de ça. Bon, parlant de Transport Canada ou de NAV Canada, bon, l'aéroport a toujours sa tour de contrôle. Oui. Il y en a très peu au Québec. Oui. Et même si l'aéroport n'a peut-être pas suffisamment de mouvement aux yeux de NAV Canada, on a encore réussi à maintenir la tour de contrôle. Tout à fait, puis ça va être maintenu. On n'a pas d'indication de la part de NAV Canada qu'il y aurait une modification. Au contraire, je pense que c'est une nécessité, dans le fond, dans la région de Montréal, d'avoir une autre tour de contrôle, puis on veut la maintenir, ça. Bon, on parlait des mouvements aériens. Oui. Je le dis en introduction, les fameux planeurs. Donc, l'école de vol à voile de la défense de l'armée canadienne. Est-ce que vous avez une entente avec ces gens-là? Est-ce que vous avez réussi à baliser un peu leur logistique de vol pour pas que ça crée trop de bruit auprès des résidents concernés? Vous allez voir, dans le fond, l'entente avec NextDev prévoit ce type de balise-là. Dans le fond, ce qu'on dit à NextDev, c'est que oui, vous allez administrer l'aéroport, mais en même temps, pas au détriment des citoyens. Donc, je vais vous donner un exemple. Si on souhaiterait avoir des écoles de pilotage à Saint-Jean, ça serait balisé. Ça veut dire que NextDev ne peut pas décider de conclure une entente sans avoir des balises qui vont tenir en compte, dans le fond, la qualité de vie des citoyens de la ville. La même chose pour l'école de vol à voile. Bien, il y a eu une diminution du trafic. Hein? L'année passée, là, puis depuis la pandémie, là, ça a diminué de beaucoup. On pense qu'ils vont être au maximum de leur capacité d'ici 5 ans. Donc, ça va quand même donner le temps à NextDev et au directeur d'aéroport de se faire une tête par rapport à ça. Bon. Souvent, dans les dernières années, il y avait un comité de citoyens qui s'était formé, puis de mémoire, on parlait de quoi? 80 résidences qui étaient vraiment touchées là, sur par la rue le Lebel, bruit. La rue Lebel, puis on avait quand même le village suisse, etc. Puis, rappelons-nous, là, quand vous avez fait votre élection à l'automne 2021, dans votre porte-à-porte, les gens, ils vous disaient quoi sur le bruit? Bien, je vous dirais que, je vais être honnête avec vous, ça n'a pas été un enjeu dans mon porte-à-porte. Parce que la très grande majorité des citoyens de la ville,
sont pour l'aéroport, veulent le développement de l'aéroport, puis souhaitent qu'on maintienne les activités de l'aéroport. C'est sûr que les gens sur la rue Lebel sont préoccupés par rapport au bruit. Nous, on s'est toujours engagés à maintenir le niveau d'activité tel qu'il est. On ne veut pas l'augmenter d'une façon significative. On veut, par contre, le diversifier. C'est très différent. Souvent, quand on parle aussi de l'aéroport, et là, je fais un lien aussi avec les terrains industriels qui sont quand même... il n'en reste pas beaucoup. Il n'en reste pas beaucoup dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu actuellement. Certains y voyaient, dans le cas de l'aéroport, là, un potentiel de développement au niveau des terrains industriels. Tout à fait. Est-ce qu'on a beaucoup de terrains? Est-ce qu'on peut les développer? Est-ce qu'il y a des infrastructures? Ouais. Est-ce qu'on... On parle d'environ 3 millions de pieds carrés là, au niveau des terrains de l'aéroport qui seraient potentiellement développables. On parle aussi d'infrastructures. On parle de la création d'une nouvelle rue qui serait la rue de la Vérandrie, qui serait un petit peu plus loin que la rue Lebel, qui permettrait d'avoir un accès directement au terrain de l'aéroport sans passer par les rues résidentielles. Donc oui, effectivement, il y a un potentiel intéressant pour ces terrains-là. Bon, l'autre chose, puis bon, je sais que vous êtes sur le CA aussi du Festival de Montgolfière, mais pendant longtemps, on parlait que le festival peut se munir d'infrastructures permanentes et souterraines. Moi, ça m'a toujours fasciné de voir, année après année, depuis 40 ans, on pose des poteaux, on pose des fils, on enlève les poteaux, on enlève les fils, puis on fait ça à chaque année. Ça coûte extrêmement cher. C'est ce qui fait aussi que la fameuse piste est fermée très longtemps. Là. Exactement. Est-ce que ça, un jour, est-ce que la Ville serait disposée à investir à ce qu'on ait des infras souterraines? Ça fait partie des recommandations qu'on va faire à NextDev. Puis ça fait partie aussi du plan qu'on a au niveau du Festival des Montgolfières, c'est d'avoir des installations permanentes. Je ne vous cacherai pas qu'il va y avoir des investissements à faire, par contre. Là. Puis, on a commencé à en faire cette année parce qu'on a commencé à acheter des choses pour arrêter de louer. Ça amène des dépenses au festival, puis au bout de la ligne, bien là, vous avez vu, bon, on a un déficit. Mais il reste qu'à un moment donné, il faut investir si on veut avoir quelque chose au bout de la ligne. Donc c'est ça notre objectif. Est-ce que l'aéroport a aussi besoin d'amour? Là? Les pistes sont dans quel état actuellement? Les pistes vont devoir être pavées. Donc, on est rendu là dans la vie utile de l'aéroport. Les pistes vont devoir être pavées. Donc, dans les prochaines années, ça va faire partie des décisions que NextDev va avoir à prendre. Bon, la grande question, puis peut-être qu'on n'a pas la réponse très, très précise, mais aux yeux des citoyens, des contribuables, l'aéroport, là, ça coûte combien puis ça rapporte combien? Bien, écoutez, c'est dur de fixer un chiffre sur ça rapporte combien parce qu'il y a tellement d'éléments qu'on ne connaît pas. Je vais vous donner juste un exemple. Les posées des collets. Présentement, ça ne rapporte aucun sou à la Ville de Saint-Jean, les posées des collets. Avec l'entente qu'on va avoir avec NextDev, avec l'intérêt qu'on a d'amener des écoles de pilotage à Saint-Jean, pas d'en amener plusieurs, mais d'en amener quelques-unes, on va être capable d'avoir des revenus. Présentement, c'est qu'on peut dépenser par année 700 000 $ sur l'aéroport, mais le problème, c'est qu'au niveau des revenus, on n'a pas énormément de revenus, mais en même temps, on n'a jamais été à pleine capacité au niveau du potentiel de revenus qu'on pouvait développer. Parce que souvent, ce qu'on entendait, puis peut-être que c'est un peu à tort, mais disons, les gens qui émettaient des commentaires négatifs à l'égard de l'aéroport, c'était de dire, ça coûte 700 000 $ par année à la Ville pour une centaine de pilotes amateurs qui ont pour qui c'est un loisir dans la vie. Je coupe court un peu, mais souvent, c'est ce qu'on entendait sans parler des retombées, sans parler du potentiel. Nous autres, on dépense 700 000 $ pour une centaine de pilotes. Là. Mais l'aéroport, c'est plus que ça. C'est plus que ça. On parle de pénurie de main-d'œuvre. L'école de vol à voile des Forces canadiennes, c'est des futurs pilotes pour les Forces armées canadiennes, mais c'est des futurs pilotes pour l'aviation civile. On va avoir Jeune en vol au mois de mai, avec l'Association des pilotes. C'est des enfants de la Ville de Saint-Jean qui vont vivre un premier vol. Il y a probablement des gens là-dedans qui vont peut-être faire carrière au niveau de l'aviation. Donc c'est pas simplement de prendre de dire on ne connaît pas l'aéroport, donc ça rapporte pas. C'est que ça rapporte de d'autres façons. Puis le fait de confier ça à NextDev aussi, est-ce qu'il y a pour vous un peu un fit naturel de par la nature de NextDev qui s'occupe du développement économique, de voir qu'eux vont s'en occuper? Bon, ils vont embaucher quelqu'un qui va avoir des connaissances là-dedans fines, là, ce qu'on n'avait peut-être pas nécessairement à la Ville, mais ça reste que le fait qu'il y ait NextDev, c'est comme un... On voulait avoir une synergie. On voulait que NextDev ait toutes les cartes en main pour être en mesure de pouvoir développer le potentiel économique.
Bon, en terminant, vite, parce que bon, je sais que vous êtes dans Saint-Edmond-Saint-Lucien, on a souvent parlé des problèmes d'infrastructure. On en est où en ce moment? On va avoir le plan triennal des infrastructures. Ouais. On va avoir des présentations qui vont être faites à ce sens-là. Présentement, on parle d'investissements qui tournent autour de 20 millions de dollars pour refaire plusieurs rues dans Saint-Edmond. Donc, ça va être des choix que le Conseil va devoir faire là, dans les prochaines semaines. Avez-vous des citoyens encore qui ont des problèmes de refoulement, ces choses-là? Oui. On parle de la rue Chaussée, on parle de la rue Delier, on parle de la rue Vanier. C'est fréquent, là? Fréquent. Fréquent. À chaque grande pluie, on en a. Moi, je vous dirais que la rue Vanier, c'est la rue absolument qu'on doit refaire dans les prochains mois, prochaines années. Absolument. Sébastien Godette, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. À chaque année, on aime bien vous parler des amputés de guerre, du programme Les Vainqueurs pour les enfants amputés, mais aussi de ce service des plaques porte-clés qui sont distribuées annuellement, un service tout à fait utile et gratuit offert par les amputés de guerre. Pour en parler avec nous, l'une des doyennes du programme Les Vainqueurs, Sophia Benzacourt. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Ça fait plaisir. D'ailleurs, expliquez-nous un peu qu'est-ce qui fait que vous êtes impliqué dans le mouvement des amputés de guerre depuis plusieurs années maintenant? Oui, donc moi, en fait, je profite de leur service moi-même puisque je porte une prothèse. J'ai une amputation à la jambe gauche. Dans mon cas, c'est une amputation de naissance. Donc, je suis née avec cette malformation. J'ai ma jambe plus courte que l'autre. Il y a plusieurs personnes qui font partie de l'association. Des fois, ils sont nés avec une amputation comme moi ou des fois, c'est au courant de la vie que ça arrive. Donc, soit à la suite d'un accident ou bien d'une maladie que les personnes sont amputées. Donc, quand on fait partie de l'association des amputés de guerre, on profite de leur aide, qui est principalement de payer les prothèses qui ne sont pas couvertes par le gouvernement. Bon, bien, expliquez-nous un peu votre propre histoire, c'est-à-dire que de votre naissance à aujourd'hui, en quoi les amputés de guerre vous ont-ils aidé, là, notamment au niveau de vos prothèses là, qui ont dû se succéder année après année, là? Oui, bien c'est ça. Les prothèses, c'est vraiment similaire à des paires de chaussures. Quand on grandit, on doit les changer à chaque année. Donc, une personne qui porte une prothèse, c'est la même chose, que ce soit une prothèse de bras ou de jambes comme moi. Quand on grandit, c'est vraiment à chaque année. Après ça, c'est au besoin ou quand la prothèse est abîmée ou se brise. Puis, les prothèses, en fait, au Québec, c'est le gouvernement qui les couvre pour les prothèses de tous les jours qui sont assez simples. Mais dès que c'est une prothèse un petit peu plus performante ou qui nous permet de faire une activité sportive ou même juste pour aller dans l'eau, donc ma prothèse de tous les jours, elle ne va pas dans l'eau, il me faut une prothèse spéciale. Donc, du moment où c'est une prothèse un petit peu plus spéciale dans ce sens, ce n'est pas couvert. Donc, l'Association des amputés de guerre couvre ces frais-là. Et c'est assez coûteux, ça? Oui, oui, c'est très coûteux. Les prothèses de bras, c'est environ de 2 500 à 5 000 $. Ça peut même aller jusqu'à 10 000, 15 000 quand on parle d'une prothèse qui est, par exemple, myoélectrique, donc qui a un fonctionnement électrique intérieur qui peut bouger. Puis on parle de juste un mouvement comme ça, par exemple, de la main qui ouvre et qui ferme. Les prothèses de jambes, moi, je m'y connais plus parce que c'est mon cas, mais ça va de 10 à 20 000. Des fois, ça peut même aller jusqu'à 40 000 $ une prothèse de jambe. Donc, c'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Ouais. Est-ce qu'on sait, les amputés de guerre, annuellement, ça peut aider combien de personnes au Canada, au Québec? Bref, est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Non, malheureusement, je n'ai pas de chiffres. Peut-être que c'est visible sur le site web de l'Association des amputés de guerre. Mais non, je n'aurai pas de chiffres. Mais pour vous donner un petit exemple, on a des séminaires annuels qui servent à se rassembler. Donc, on rencontre d'autres personnes qui vivent le même genre d'expérience que nous. Puis ça, c'est très commun qu'il y ait 100 familles à ces séminaires, puis c'est local. Donc, on parle simplement, moi, je suis de la région de Montréal,
Donc, seulement à cet endroit, il y a 100 familles qui se rassemblent. Puis ça, c'est les personnes qui ont pu se libérer pour venir. Donc, c'est un grand nombre de personnes. Donc, on peut penser qu'il y a plusieurs personnes au Québec, au Canada, qui peuvent potentiellement bénéficier de ce service-là. Puis en même temps, à l'intérieur des amputés de guerre, il y a le programme Les Vainqueurs, qui est un programme qui est dédié principalement aux enfants qui ont des amputations? Oui, exactement. Donc, le programme, Les Vainqueurs a été créé en 1975 parce que l'association, avant, elle avait été créée principalement pour les personnes qui revenaient de la guerre, Ouais. donc les soldats qui revenaient amputés. Mais en 1975, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y a plein de personnes qui sont amputées. Puis, c'est vraiment pas seulement les personnes qui ont fait la guerre, donc comme moi, qui sont nées comme ça, ou bien qui ont une maladie ou un accident. Donc, ils ont ouvert ça et ont fondé le programme Les Vainqueurs pour accueillir et aider aussi les enfants. Bon, évidemment, tout ça doit se financer. Les amputés de guerre doivent se financer dans tout ça, entre autres avec les fameuses plaques porte-clés. Évidemment, c'est un service utile et gratuit, mais c'est sûr qu'en contrepartie, on demande aux gens aussi d'être généreux et d'envoyer leurs dons. Et je veux qu'on parle des fameuses plaques parce que je vous raconte une anecdote. Moi, il y a de cela plusieurs années, j'avais perdu un trousseau de clés. J'étais même allé chez le concessionnaire me faire refaire une nouvelle clé. Et un an plus tard, j'ouvre ma boîte aux lettres et je retrouve le trousseau de clés. Il y avait une clé d'auto, mais il y avait d'autres clés aussi utiles là-dedans. Donc, ça fonctionne, ça, les porte-clés. Ça fonctionne, ça marche, là. Oui, c'est un programme qui a été fondé en 1946. Donc, ça fait très longtemps que ça roule et que ça aide des personnes. Depuis sa création, on a retourné plus de 1,5 million de trousseaux de clés. Donc, en effet, ça fonctionne. Vous n'êtes pas le seul du tout. Puis, c'est un programme qui aide à protéger les trousseaux de clés des personnes. Donc, c'est une petite plaque porte-clés simplement avec un chiffre qui est associé à son propriétaire. On l'accroche sur son trousseau de clés, comme ça, s'il est perdu et que quelqu'un les retrouve, ça nous est retourné. Donc, c'est en effet, à la base, ça avait été créé, puisque c'est en 1946, ça, c'est bien au début de l'association. Puis, encore une fois, c'était pour aider les soldats qui revenaient de la guerre à avoir un emploi, mais ils voulaient aussi aider leurs prochains, aider la population. Donc, ça roule depuis longtemps. Bon, puis là, on est dans le moment de l'année où là, les gens vont commencer à les recevoir bientôt par la poste? Oui, exactement. On est en pleine campagne des plaques porte-clés, donc on les renvoie. C'est renvoyé aux personnes à chaque année pour que le dossier soit mis à jour, s'il y a un changement d'adresse, puis pour que nos dossiers en général soient bien à jour et fonctionnels. Donc, on est dans cette période de l'année. Oui, puis il faut aussi les changer une fois de temps en temps parce que, bon, quand on les a très longtemps, ça devient un peu décoloré ou le plastique finit un peu par se détacher du trousseau. Bref, donc, quand on en reçoit des nouveaux, c'est important de faire le changement avec nos porte-clés. Bon, c'est utile et gratuit, mais en même temps, on le sait, quand on reçoit ça, il y a toujours un formulaire qui nous invite à faire un don. Comment ça fonctionne? C'est ça, donc c'est possible pour les personnes qui reçoivent les plaques porte-clés, qui bénéficient de ce service, de faire des dons à l'Association des amputés de guerre. C'est possible comme tout don, comme tout paiement, c'est par chèque, par la poste, par téléphone ou par Internet. Puis c'est vraiment volontaire, c'est pour aider toutes les personnes qui bénéficient de l'Association des amputés de guerre comme moi. Bon, parce qu'en même temps, on avait aussi, il y a quelques années, bon, les gens envoient peut-être un peu moins de lettres que par le passé, mais il y avait aussi des petits autocollants avec nos adresses là, pour l'adresse de retour. Ça existe encore, ça? Oui, ça existe encore. En fait, ce service, c'est un peu pour remercier les personnes qui font des dons. Puis, c'est les étiquettes adresses. Puis, comme vous avez dit, vous avez raison, là, c'est pour les lettres. On les met sur nos enveloppes qu'on envoie. Maintenant, il y en a un petit peu moins, mais ça peut servir à identifier d'autres fournitures, comme les fournitures scolaires pour un enfant ou bien des objets qu'on veut juste identifier au cas où qu'on les perd encore une fois. Bon. Vous avez dit tantôt, donc, vous avez quand même à vous réunir, une fois par année? Vous avez des congrès, des formations, des ateliers, bref, au-delà d'avoir le support de vous acheter ou de vous payer des prothèses, quel est l'autre type d'encadrement que vous avez avec l'association? Oui, bien, comme vous avez dit, c'est beaucoup d'aide morale aussi. Une personne amputée vit différentes épreuves au courant de sa vie, donc c'est vraiment important de pouvoir
discuter, échanger avec d'autres personnes qui vivent le même genre de situation. Donc, les séminaires annuels, ça sert à ça. C'est pour se retrouver avec d'autres personnes qui vivent les mêmes choses, puis se donner des conseils, en apprendre un petit peu plus sur les prothèses ou sur des petites astuces quand on est une personne amputée. Récemment, les séminaires ne se sont pas produits comme d'habitude dû à la situation de la COVID, mais en effet, d'habitude, ça avait lieu une fois par année. Puis c'est super bénéfique. Toutes les personnes qui y participent adorent retrouver leurs amis qu'on se fait parce que ça fait, pour beaucoup, ça fait depuis qu'ils sont nés qu'ils font partie de l'association des amputés de guerre. Donc, on se fait beaucoup d'amis, puis ça représente comme une grande famille pour nous tous. Bon, évidemment, il n'y a pas une situation qui est pareille pour tous parce que parfois, on a une amputation plus jeune ou dans certains cas, bon, c'est à la naissance comme vous. Donc, il n'y a pas une situation qui est pareille. Mais bref, ultimement, quand vous vous rencontrez, quel genre de lien on arrive à tisser, dans le fond, avec toutes ces personnes-là qui gravitent autour des amputés de guerre? C'est des liens très, très forts. Beaucoup diront que c'est comme une rencontre seulement un petit peu plus tard dans la vie, si ce n'était pas à la naissance qu'on faisait partie de l'association. Les liens, ils se forment très rapidement puis sont très forts. Moi, par exemple, j'ai seulement rejoint l'association quand j'avais 12 ans, donc c'est même pas depuis que je suis née. Il y a beaucoup de personnes que c'est le cas. Mais moi, donc, c'était en plein milieu de l'adolescence, mais je me suis fait des amis vraiment proches, puis des amitiés qui me sont très chères. Des personnes à qui je parle encore, puis on peut encore s'aider même à l'âge adulte. Oui, c'est très, très précieux, toute cette aide morale, en plus de l'aide financière que l'association apporte. Bien, en souhaitant qu'on ait sensibilisé les gens, donc toujours à cette cause des amputés de guerre, au programme Les Vainqueurs, vous allez recevoir les fameuses plaques porte-clés. Profitez-en pour effectuer un don. Visiblement, ça aide des gens comme vous. Évidemment, on ne souhaite pas de malheur à personne, mais bon, la journée que ça arrive à un de nos proches ou à nos enfants, bien, on sait qu'il y aura une association qui sera là pour nous aider, puis évidemment avoir des prothèses, puis on comprend aujourd'hui que c'est très coûteux et la technologie avance aussi. On veut tous avoir la meilleure prothèse, mais encore faut-il avoir le moyen de se la payer pour retrouver une vie, évidemment, normale. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, monsieur. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Si vous êtes un client du transport collectif à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a maintenant un nouveau point de vente dans le quartier Sainte-Eugène, sur Jacques-Cartier-Sud, à la pharmacie Gens, pour acheter vos fameux titres de transport. Donc, vous pouvez dorénavant aller à cet endroit. À demain. Bye-bye.